2023, ce sont des milliers d'entrepreneurs en tout genre qui ont tenté de créer une communauté et de devenir le projet numéro 1. Je vois une bonne centaine de GPU tournés à blinde. J'ai acheté une carte NFT d'un fighter en slip. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à ces porteurs de projets qui ne souhaitent qu'une chose, faire de leur projet le top projet. Ils présenteront leur projet à nos 4 juges confirmés. Je trouve que tu te restreins en fait, alors que ça peut être beaucoup plus large. On a manqué un peu de storytelling. Mais à vous aussi, le public, qui pourrait voter pour le projet qui vous a convaincu. Comment vous gagnez de l'argent? J'ai pas compris. Mais certains échoueront face aux juges. Vous pouvez pas dire c'est ce que tu veux. Bah non, c'est pas ce que je veux. Tandis que d'autres feront l'unanimité. T'es très fort, t'es charismatique, tu présentes bien, etc. Bienvenue dans Top Projet. On est aujourd'hui avec des juges Web3. On va avoir donc Maxime Sarté. Salut Maxime. Hello. On a Claire Balva avec nous. Salut Claire. Et encore un Maxime Baron. On va avoir devant nous des projets qui vont passer, qui vont pitcher. Donc ils vont pitcher en à peu près 3-4 minutes. Suite à ça, il va y avoir 10 minutes à peu près de questions-réponses. Et on va pouvoir donner une note. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez chacun un petit tas de feuilles. Donc de la note 10 jusqu'à la note 0. Donc vous aurez la charge de noter le projet sur à quel point vous pensez que le projet va pouvoir marcher et durer dans le temps. Le projet est-il viable, etc. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. On a près de 80 ou 85% des gens qui regardent la vidéo qui ne s'abonnent pas. En plus de ça, on remercie aussi EquiSafe. Donc au lieu de regarder derrière moi, pour une fois ça va changer, je vais regarder à ma gauche. On remercie EquiSafe. Merci Maxime. Et d'ailleurs Maxime qui va un peu plus tard peut-être venir nous pitcher son projet. Tu penses que c'est quoi Cyborg? Je connais pas du tout, je pense que c'est peut-être un projet dans l'infra. Je sais pas, c'est le C avec les. Ouais. Avec à côté des 2 S sur le logo, il y a 4 bandes. C'est vrai que ça pourrait être. Ouais, il y a ça quelque fait- chose avec ou le son peut-être. Ou le son. Cyborg, ça fait un peu tech, tu vois, dans le nom. Et en même temps, moi, les petites bandes d'US, je trouve que ça fait un peu musique, tu vois, ça me fait Ouais, penser ouais, à Ça des fait, ondes. ça fait un peu radio effectivement. Il n'y a que 2 syllabes, donc c'est facile à prononcer dans plein de langues. C'est vrai. À voir. Alors moi je sais un petit peu. Et le Borg, ça vient d'un Borg qu'on connaît tous, de Swissborg, hein, qui est aussi un peu, qui a beaucoup aidé Maxime qui arrive. Et je vous propose qu'on découvre tout de suite. Allez, faites entrer le premier projet. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais récemment il y a quelque chose qui marche assez bien sur Twitter. Ça s'appelle les Twitter Spaces. Donc c'est des contenus audio type podcast. C'est un contenu qui a pour particularité de se faire en live avec plusieurs personnes. Le problème de ce contenu, c'est que malheureusement il n'est pas référencé. Ce qui a pour conséquence, une fois le contenu est tourné, il va se perdre dans le feed Twitter et donc forcément après les gens ne peuvent plus aller le chercher, ce qui peut poser d'éventuels problèmes de monétisation pour les créateurs. C'est comme ça qu'est né Cyborg. Donc bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Maxime Gay, je suis cofondateur et CEO de Cyborg. Et Cyborg tout simplement c'est un spin-off de Swissborg, donc Swissborg qui est une entreprise assez connue dans le Web3 qui est basée en Suisse. Et nous développons une application mobile qui a pour particularité de référencer ces Twitter Spaces. Donc on donne une seconde vie à ces spaces en permettant de les référencer donc sur une interface similaire à ce qu'on a sur Spotify. Bien sûr on a une grosse teneur Web3 et on a 2 grands axes de développement. Le premier ça va être comment on va pouvoir améliorer l'engagement et l'interaction entre les fans et les créateurs et surtout donner plus de pouvoir à ces derniers. Deuxième axe va être l'axe de la curation où l'objectif ça va être de voir dans un monde où aujourd'hui il y a énormément de contenu, comment on peut faire matcher du contenu qui est intéressant et qui plaît aux personnes en leur faisant des propositions de contenu adaptées. Pour la première feature, ce qui concerne comment on peut donner plus de pouvoir aux utilisateurs et aux créateurs, on développe par exemple le Proof of Support qui permet à des utilisateurs de prendre des tokens, de les déléguer aux créateurs et en faisant ça, il y a un boost de visibilité directe sur le créateur au sein de l'application. Le deuxième grand pan qui est donc l'axe de la curation, où en fait ça c'est venu un petit peu après au fur et à mesure de la vie de Cyborg, où finalement on se rend compte qu'il y a énormément de contenu, énormément de contenu vidéo, de contenu audio et que c'est très difficile pour tout le monde de tout consommer. On n'a pas le temps, on n'a pas forcément l'envie, encore faut-il pouvoir aller chercher une information qui nous plaise et surtout où on va apprendre quelque chose. Et donc là on va utiliser de nouveaux modèles comme par exemple le wallet, qui va nous permettre d'avoir de nouveaux types de data. Typiquement, en fin de compte, qu'est-ce que les gens aiment? C'est très simple. Qu'est-ce que les gens possèdent? C'est-à-dire, on va aller regarder ce que les gens ont dans leur wallet en termes de crypto-monnaie, en termes de NFT, et en fin de compte, on va leur faire des propositions de contenu par rapport à ce que eux ils détiennent dans leur wallet. Cyborg, c'est une application mobile qui va être bientôt live. On a déjà donc un site web, des réseaux sociaux. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre. Et on a à peu près on a eu plus de 20 000 connexions sur notre site web récemment, et on a très hâte de continuer et d'avancer et de lancer cette application qui va se faire sur une bêta privée dès le début. Voilà, avez-vous des questions? Moi, j'ai une question basique, c'est comment vous gagnez de
de l'argent? J'ai pas compris. Ouais, tout à fait. C'est normal parce que j'en ai pas encore parlé. Donc c'est très simple, on a 3 grands axes autour de la monétisation. Le premier point, ça va être tout ce qui va être microtransactions au sein de l'application. Typiquement, imaginons si moi je suis un utilisateur, je vais faire un tip, je vais donner un peu d'argent à un créateur, on va prendre des frais. Okay. Le deuxième axe, ça va être tout ce qui va être mode premium dans l'application. En effet, je vous ai parlé de quelques features, il y en aura d'autres, et l'idée c'est que si l'utilisateur souhaite pousser un peu plus en termes d'expérience et en termes de granularité par exemple dans les recommandations, on aura des modes premium qui vont nous permettre d'avoir un revenu direct. Le dernier point et qui à terme sera probablement le plus gros, c'est une partie B2B et ça concerne les services qu'on pourra apporter à ces créateurs. Si on découpe toute la vie d'un podcast entre aller chercher typiquement un host, aller chercher des partenaires pour de la monétisation, etc. Si on découpe tous ces points, quels sont les services que nous, Cyborg, on peut apporter pour améliorer par exemple la visibilité, se mettre entre un projet qui a besoin de visibilité et un créateur pour les mettre en relation, etc. Moi j'ai une petite question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que sur Twitter, depuis 3 semaines, je vois des commentaires, #Cyborg, partout. Je sais pas si vous avez un peu vu passer ça. Moi, j'en ai vu énormément. Très bonne question. Déjà, je suis très content de voir que du coup, ce qu'on a fait a marché parce que c'était l'objectif. Donc, c'est dans le cadre d'une campagne marketing qu'on a commencé. On a eu un dashboard où, en fin de compte, l'intérêt était pour les gens de faire certaines interactions sur Twitter, notamment de mettre des #Cyborg, notamment d'aller écouter des spaces, être actif au niveau de ces spaces qu'ils écoutent. Et en fin de compte, l'objectif était pour nous de gagner en visibilité. Et ce qui a été le cas parce qu'on a eu plus de 20 000 connexions sur ce dashboard. Et le token doit répondre à une problématique. Nous, la problématique, c'est que quand on sort une nouvelle application, peu importe l'application, en réalité, la première barrière à l'entrée, c'est que la difficulté il faut que des gens la téléchargent. Et pour faire ça, avoir un token et mettre un biais incitatif à l'intérieur et financier, c'est un moyen de vraiment aller beaucoup plus vite à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première raison du token, ça peut permettre pour nous d'avoir une base utilisateur, une masse utilisateur critique, très rapide et assez importante dès le début. Ça, c'est un premier point. Maintenant, ce qu'on regarde avec le token et là où c'est intéressant, c'est qu'il sera au cœur, bien évidemment, de certaines features. Et surtout, il y a d'autres points qu'on explore, notamment la gouvernance, ou comment on peut donner des droits de gouvernance à chaque partie prenante dans l'application. Prenez un exemple, aujourd'hui sur YouTube, les pubs peuvent passer de 1 à 6 par vidéo, sans que nous, en tant qu'utilisateurs, on n'ait jamais été questionné. Si Twitter met en place une fonctionnalité comme ça, c'est quoi votre stratégie? On a un petit point de dépendance avec Twitter. Maintenant, l'avantage qu'on a par rapport à une grosse entreprise, c'est qu'elle, pour pivoter, elle va mettre énormément de temps. Et nous, il y a un aspect Web3 que eux n'auront pas de suite. Le SI de Cyborg, il vient d'où? Le SI Le SI, en fait, il vient du signal radio, qui est l'ancêtre du podcast. Voilà. Et là, on comprend le logo. Ouais. Moi, c'était plus sur la partie token. Je voulais bien comprendre l'enjeu à moyen long terme. En gros, si je comprends bien, à la fin de la journée, on a une application qui aura une communauté. Tu vas donner des missions à ces communautés sur des fans, et eux, ils vont avoir une rétribution avec le token. Comment est-ce que tu vas donner cette valeur à long terme au token? Donc, je comprends bien qu'il y a un business model qui est Web 2, qui est avec les modèles des frais, un modèle premium, et à côté, il y a le deuxième business model qui est le token. Comment tu vas pouvoir permettre en fait à ce token d'évoluer et de continuer sa vie, parce que il va y avoir vraiment 2 business models qui vont devoir cohabiter. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de délégation de tokens pour améliorer la visibilité d'un créateur dans l'application. Cette délégation, ça veut dire derrière que l'utilisateur doit avoir du token qu'il doit conserver, donc positif pour la pression acheteuse au niveau du token. Et en fait, toutes nos features sont réfléchies comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment le token au centre. Sur des types, ça peut être fait avec le token. Peut-être que demain, on aura des mécanismes de buyback aussi par rapport au token, c'est-à-dire on fait des revenus au sein de l'application. Une partie des revenus est utilisée pour racheter des tokens pour avoir amélioré en fin de compte la pression acheteuse sur ce dernier. Alors déjà, moi j'ai trouvé le pitch super clair, puis tu parles bien, donc ça aide. T'es très convaincant, on sent que t'avais la réponse à toutes les questions, donc on sent que voilà, t'as bien réfléchi au projet et que ça t'anime. Moi j'utilise pas mal Twitter, donc en plus c'est vrai que je me dis ok, les spaces souvent ils partent très loin, c'est intéressant d'avoir un endroit où on référence ça. Les seuls éléments qui me font douter, c'est la taille du marché et votre capacité ensuite à scaler sur d'autres éléments. La dépendance à Twitter, on en a parlé. Et moi je m'interroge sur la fiabilité du token sur le long terme. Là je crois qu'à court terme c'est une super idée, mais est-ce que vous allez réussir à long terme à le maintenir? Je sais pas. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, même si je trouve que le projet est super, je ne mets que 7, qui est quand même une bonne note je trouve. Parce que le projet me plaît, mais je suis encore trop incertaine pour me dire je vais investir dedans demain par exemple. Très bien, il faudra tester l'app pour ça. Donc j'y manquerai pas. Moi déjà je vais d'abord donner ma note, donc moi je mets 8.
J'aime bien la trend, c'est SocialFi. Je pense que ça va être un bel enjeu du prochain Bull Run. Le partenariat avec Swissborg, il est hyper intéressant parce que tu vas pouvoir récupérer la communauté rapidement. Mais mon véritable enjeu, c'est plutôt en fait sur l'effet token. Tu as un véritable challenge, je pense, à bien différencier les deux modèles et à trouver un bon business model juste pour cet axe-là. Je trouve qu'il y a les marchés qui sont liés à tout ce qui est musique en ligne et tout ont repris un peu du vert avec l'arrivée de Spotify qui a remis ses comptes dans le green. Donc j'aime bien la dynamique. Je suis pas du tout utilisateur de Space. Par contre, on m'a déjà invité, j'y suis jamais allé et je vois qu'il y a beaucoup des personnes qui sont autour de moi et qui vont dans des Space. Donc je pense qu'il y a une bonne trend. Donc 8, ouais, bon score. Je vais enchaîner, je vais te donner mes raisons avant de donner la note. La première chose, le pitch était bon. J'aurais aimé pouvoir avoir plus de temps, poser plus de questions, comprendre beaucoup plus de choses. Je pense que l'idée est bonne. Le côté, effectivement, dépendance à Twitter, c'est le premier truc que j'ai vu, première chose que je t'ai posé comme question. Le token, effectivement, il faut voir, ça peut être un bon levier de lancement. Comme les techniques de communication que tu as pu utiliser, la chose dans laquelle il ne faut pas que tu te retrouves, c'est qu'effectivement, un peu ce qu'on a pu voir en SocialFi comme XPET, etc., où tu te fais flaguer comme un bot. C'est une bonne technique de lancement, mais il ne faut pas que ce soit pérennisé parce que ça peut vraiment être négatif pour toi sur le long terme. Je pense que l'idée est bonne. Le truc, à mon sens, qu'il faudrait faire, je pense que c'est un petit peu tôt, dans mon cas, pour donner une réponse positive, même si t'as la moyenne, entre guillemets. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu arrives à utiliser ce principe-là, c'est-à-dire de pérenniser de la donnée de pérenniser du contenu qui est uniquement publié pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, pendant quelques heures, je pense que ça peut être bien, ça peut être sympa, mais il faut que à la limite, que tu aies un système spécifique sur chaque réseau. Je pensais à la majorité des utilisateurs aujourd'hui n'est pas sur Twitter, même si c'est quelque chose qui change un petit peu depuis quelques mois, on va dire. Mais si tu veux vraiment arriver sur du mass market, il faut targeter du Instagram, il faut targeter du TikTok, pérenniser une story. Si tu arrives à faire ça, ça peut changer beaucoup de choses. Donc le modèle est bon. Spécifiquement sur Twitter, je trouve que tu te restreins en fait, alors que ça peut être beaucoup plus large. La note va être de 6. Voilà. Très sincèrement, ça peut aller jusqu'à un 8, jusqu'à un 9 si justement tu arrives à débloquer des mécanismes comme ça, parce que tu as quelque chose qui se raccroche à des réseaux sociaux, donc tu peux aller taper un marché qui est colossal. Et moi, pour ma part, alors je me sens un peu concerné parce que, ok, avec le Crypto Daily, tu vois, on fait pas de space, on est très podcast, etc. Donc je vais connaître tous ces enjeux de communauté, il faut ressortir vite, fort. Il y a quelques points quand même qui m'ont un peu dérangé. Effectivement, je l'ai dit, il n'y a pas de podcast direct. C'est d'abord le space que je trouve très très niché. Là où à un moment, je sais que vous aviez un positionnement un peu plus podcast peut-être. On travaille dessus. Vous travaillez dessus. Viendra. Bon bah voilà, j'y ai pensé. J'ai beaucoup aimé le pitch, t'es très fort, t'es charismatique, tu présentes bien, etc. Mais sur les points, notamment le point de marché, où là je pense que, comme l'a dit Maxime, combien de personnes sont en crypto, combien de personnes sont sur Twitter, et combien de ces personnes-là sont sur le space, c'est compliqué. Donc je mets aussi la note de 6. Et en soi, je pense qu'on se revoit dans 3 mois ou dans 6 mois avec Cyrus et toute la team Swissborg derrière vous. J'ai aucun souci de voir là où ça va aller. Et j'en suis même très curieux. Très bien, merci beaucoup pour vos différents retours très constructifs. Et en effet, il y a beaucoup de points abordés et sur lesquels on travaille déjà d'ailleurs, mais on va continuer à travailler dessus. N'oubliez pas, là il y a 4 juges, il y a un 5e juge, c'est vous, le public. Vous votez directement donc en commentaire le nom du projet qui vous plaît le plus et ce projet-là pourra gagner jusqu'à 30 points. Donc là où moi j'ai donné entre 0 et 10, vous avez 30 points à distribuer. Maxime, merci beaucoup. Je te laisse repartir et je te dis à très vite. Du coup, c'était très intéressant. Déjà, ça a permis de retrouver différentes personnes de l'écosystème, pouvoir un peu discuter avec eux. Le pitch, très bien. Le jury, très accueillant. Et question aussi également très pertinente. Et c'était intéressant de pouvoir débattre sur certains points, de voir aussi leur point de vue. Comme ça, on voit peut-être s'il y a certains points à améliorer également. Et non, c'était très intéressant. Je suis vraiment content et je remercie le Crypto Daily de m'avoir accueilli. En soi, moi j'aime bien ce genre de projet, mais effectivement, je pense que si j'avais pas été avec vous tous autour, j'aurais peut-être été un peu plus... Il y a des points que j'aurais moins vus, tu vois. Typiquement, le spam agressif, j'aurais peut-être moins pensé. C'est une technique qui est très particulière, encore une fois. Ça peut fonctionner, mais il y a eu tellement de dérives. Alors en SocialFi, mais même pas que. Même ne serait-ce qu'en 2021, dernier cycle, il y a eu beaucoup de dérives comme ça. Déjà, tu te fais flaguer en tant que bot par Twitter, donc ça peut bien marcher, mais en fait, tout de suite, ce qui est dommage, l'idée est bonne, mais tout de suite, en fait, tu te fais flaguer comme un truc en mode « Ah, ça y est, ils sont en train de faire du spam, qu'est-ce que c'est encore que ce truc ?» Tu vois, directement, la majorité des personnes vont avoir un a priori qui est un peu négatif. On remercie aussi EquiSafe, donc bien sûr, qui sponsorise la vidéo et qui nous permet donc de proposer des formats un peu sympathiques comme ça. Et en parlant de formats sympathiques, on a changé quelque chose, comme vous pouvez le voir. Salut Maxime. Hello, salut. Comment ça va? Ça va bien, ouais, bonne journée. T'as 30 secondes. Ok, bon, c'est mon tour. Du coup, EquiSafe, c'est 2 choses. La première, c'est une plateforme de financement participatif. Vous pouvez investir vos économies pour avoir un rendement. Et la deuxième, c'est
un back-office financier pour des club deals. Donc on accueille pas mal de club deals qui réalisent des opérations chez nous. Donc on structure les opérations, on s'occupe de l'administration et du closing. Donc aujourd'hui on essaye de proposer des deals financiers, un peu classiques comme on peut voir ailleurs, immobilier, mais on essaye aussi d'aller sur cette nouvelle économie Web3. Si vous avez des questions, Allez. vous avez mis une note, voilà, super. Bravo, merci beaucoup. Je rappelle que c'est en collaboration commerciale avec Maxime. Merci Maxime d'avoir joué le jeu. C'était pas facile, mais on a réussi. Et allez, viens reprendre ta place. Et donc MetaFight, le nom est assez clair. On voit un octogone sur le logo, c'est assez connu aussi en France. C'est le prochain projet, donc je vous propose que sans plus attendre, on les fasse rentrer. Salut Thomas. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Est-ce que ça va? Ça va et toi? T'as l'air ultra solennel, ultra Ouais. concentré. Wow. Parce Okay. que vous y arriverez jamais. À quoi? Parce que les Français, ils peuvent pas rentrer dans cet écosystème. Oh. Parce que vous ne leverez jamais de fonds. Et parce qu'aucun sportif vous fera jamais confiance. C'est ce qu'on a entendu pendant 6 mois quand on a voulu créer MetaFight. MetaFight, c'est un projet qui voulait amplifier le MMA. J'en disais, je pense que nous aussi on se disait ça. C'est vrai que c'est légal que depuis 3 ans dans notre pays. Et nous on se lance à aller attaquer un marché qui a 30 ans, à 15 petits Français, qui viennent du monde juridique, et les autres c'est des geeks. Pas un sportif dans l'équipe au début. Et pourtant, 2 ans plus tard, on a 700 fighters partenaires. On a 11 organisations partenaires. On a aujourd'hui eu la chance de lever des fonds avec des BA reconnus ou des fonds aussi reconnus. On en est fiers, on est content de là où on est allé. Et ça, on a réussi grâce à 3 produits. Le premier produit, c'est une collection de cartes. Et sur les 700 fighters que je vous ai cités, il n'y en a que 100 qui ont été annoncés. Malgré tout, cette collection de cartes, elle a généré 250 000 € de chiffre d'affaires. On a réussi grâce à un autre produit qui est un jeu. Et un jeu qui est en alpha technique. Vous pouvez tester des features. Il n'y a pas de storytelling. Il n'y a pas grand-chose en fait aujourd'hui dans ce jeu. Et pourtant, il y a 30 000 utilisateurs uniques qui y jouent tous les jours. Et un dernier produit qui est un metaverse broadcast. Un que les 2 mots, ça veut rien dire. Et ce qu'on proposait, c'est à des gens de venir de manière commune, de manière sociale, pouvoir regarder le même signal en même temps sur un écran aussi grand que s'ils étaient au cinéma et sur n'importe quel device. Et de pouvoir commenter ensemble. C'est par ça qu'on appelle ça social. Parce que quand vous êtes tout seul devant votre télé, vous avez beau appeler votre pote, jamais vous aurez le même signal. Vous allez être sur Canal, vous allez être sur RMC, vous n'avez pas le même signal, vous ne pouvez pas commenter ensemble, ou alors votre pote vous spoil. C'est ces 3 produits qui nous ont permis de commencer à lever ces fonds, de commencer à avoir tous ces partenaires, mais c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est en 2024 et c'est pas suffisant. Aujourd'hui, il faut pousser le lien entre le digital et le réel. Donc à partir de 2024, on va proposer à l'ensemble de ces licences de commercialiser leurs propres produits chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les fighters ils vont pouvoir proposer leurs items dédicacés, voire ceux qu'ils ont portés pendant les combats, à la vente à leurs fans. Les coachs vont pouvoir proposer leurs séances de coaching directement, au mieux de le faire sur LinkedIn ou sur Facebook. Et les organisations vont pouvoir vendre leurs tickets toutes au même endroit, non plus sur 100 sites différents un peu partout. Et c'est grâce à cette nouvelle façon de voir le produit qu'on a pu signer des partenariats avec des organisations bien plus grandes que celles que je vous ai citées avant, qui cumulent à elles toutes des centaines de millions d'utilisateurs. Et on va se servir de ces centaines de millions d'utilisateurs de ces organisations pour pouvoir booster la version bêta qui va être bien plus poussée que la version alpha, pour pouvoir pousser le métaverse qui va avoir des nouvelles features, et pour pouvoir intégrer au milieu de tout ça un token qui sera l'essence de cette fusée. Ce token, il peut faire peur, et le sujet c'est de pouvoir accueillir d'autres personnes au sein de cet écosystème, et donc de proposer à des développeurs ou à des créateurs de venir s'appuyer sur nos technologies et nos licences qu'on a mis tant de temps à réussir à avoir pour créer des expériences que nous-mêmes, on n'aurait pas imaginé. Tout ça, c'est ce qu'on va essayer de faire avec MetaFight pour proposer au même endroit du social gaming, de l'entertainment et de fan service, sans que les fans, les 800 millions de fans de MMA dans le monde, soient obligés de jumper tous les jours sur des centaines de sites internet et des milliers de profils de réseaux sociaux. C'est un cas d'usage qu'on va appliquer au sport, le MMA, le sport qui a la plus grosse croissance depuis 5 ans, un sport qui cumule 20 milliards de vues sur les réseaux sociaux par an. Pour la petite anecdote, c'est la même chose que la F1, le GP et la Coupe d'Europe de football cumulés. Une fois qu'on aura appliqué ce cas d'usage au MMA, on ira voir d'autres sports individuels. Voilà, c'est ça MetaFight et c'est ça notre ambition jusqu'à 2026 et après. Le début du pitch, j'espère que toutes les caméras tournent bien parce qu'il est incroyable. C'était super. Franchement, Ouais, je me suis pris une très Ouais. belle claque. Et le reste aussi, hein, je dis pas que le reste était pas bien, mais vraiment le début, j'étais... En fait, il est dans le pitch, merde, c'est tout, waouh. Ouais, c'est bien, t'as rebondi avec moi dès le début, donc je me sentais Ouais, moins seul dans mais... le Et après, pitch. je me suis pris une claque, Le j'ai pas silence vu. qui s'est posé direct. Ah ouais, C'était l'objectif. Mais c'est je non, pense c'est qu'il clean, était c'est réussi. propre. T'as beaucoup pitché récemment, non? Ah, je pitch tous les jours. Bravo, écoute, si à chaque fois Mais que tu j'essaie sors ça... moins de faire ressentir cette émotion parce que ça peut faire peur. Là, on sait qu'on est dans l'émission, il y avait un intérêt. Ok. Je suis pas sûr que tous les VC ne flippent pas quand tu commences comme ça. Il a des connexions mythes, elle arrive vite, donc on va essayer d'être prudent. Là, vous êtes en face de moi, vous pouvez pas bouger. Oh, attention, hein, tu ne peux pas bouger aussi. Là, c'est à nous maintenant de jouer. C'est parti, J'imagine qu'il y a un système de filles sur tout ce qui est échangé. évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est... alors, je vais utiliser un mot qui est peut-être totalement faux, et à toi de me dire, mais le côté un peu white label à laquelle tu faisais référence à la fin, c'est-à-dire utiliser la stack technique que vous avez et la mettre au service d'autres industries. Sportive ou pas, d'ailleurs?
Sportif ou pas, tout à fait. Aujourd'hui, dans les premières pistes qu'on a là-dessus, on a quelqu'un qui veut créer une BD, par exemple. Sauf qu'il n'arrive pas à obtenir les droits d'image. Mais ces droits d'image, nous, on les a dans les contrats. Donc en fait, on va réussir à sous-traiter pour ces créateurs de BD. On a des studios de jeux qui voudraient faire des jeux, mais qui, quand ils ont commencé les négociations avec les partenaires qu'on a déjà, se sont rendus compte que c'était très long, très compliqué. Donc en fait, on essaie de centraliser tout ça chez nous pour pouvoir proposer aux gens, ne perdez pas 2 ans comme on les a perdus, on les a déjà fait pour vous. Donc on partage les revenus et vous pouvez acquérir des choses qui sont très compliquées à acquérir d'un seul coup. Pour aller plus loin, parce que j'imagine que ta question elle est sur un modèle économique global, on a bien sûr cette partie vente de cartes, parce que la collection c'est un truc qui existe depuis 1850. Et vente de cartes qui représentent des joueurs, excuse-moi de te couper. Des joueurs réels, des coachs réels, des équipements même réels. Parce qu'on est partenaire avec les brands en tant que tel. Donc c'est un premier modèle économique qui a été le principal parce qu'il était là au bon moment et qui aujourd'hui doit varier, changer. Et c'est là où on vient proposer cette plateforme à toutes ces licences pour qu'ils puissent en fait commercialiser leurs produits, sur lequel on va prendre des fees et où en fait quand tu feras partie de la première partie de l'écosystème, tu auras des réductions ou tu auras même des items gratuits des fois. Donc en fait, les millions de fans qui vont venir juste pour acheter une paire de gants dédicacés, ils vont comprendre assez rapidement l'utilité du reste de l'écosystème. Là où quand tu expliques à quelqu'un viens acheter une carte NFT d'un fighter en slip, il comprend beaucoup moins pourquoi il achèterait ce truc digital qu'il peut même pas toucher. Par contre, si cette carte lui permet d'avoir 30% de réduction sur l'item qu'il voulait à la base, tout de suite le cas d'usage il est direct, précis. Moi, j'ai une petite question sur notamment les droits d'image, etc. Donc, vous avez des fighters. Je sais que l'UFC sont très rigoureux sur les contrats. C'est que tout est bordé, etc. Les 100 fighters que vous avez, ils sont à l'UFC ou ils étaient à l'UFC ou ils le sont au moment où on est, par exemple? Donc, on a 700, les 700 fighters. On en a 700 aujourd'hui. Ça doit représenter aujourd'hui 10% de ceux qu'on a qui sont à l'UFC. Ok, donc ils font des combats. Ils ont encore leur droit d'image. Bien sûr, on a l'actuel double champion du monde qui est chez nous. On a Cyril Gane qui est au board et qui combat toujours, et les 69, il y en a, je pense pour être précis, 6 ou 7, des fois qu'il y a eu une mise à jour cette semaine, qui sont en retraite sur les 70 que je te cite. Pourquoi vous sortez un token? J'ai pas compris. Le token, il va servir à... Alors, la première raison, c'est de suivre les genoux, parce qu'on veut rester en France, et qu'il y a une phrase très claire dans les genoux, vous ne pouvez pas faire gagner de crypto-monnaie que vous n'auriez pas créée. C'est la première étape. C'est là-dessus qu'on s'est posé la question au début, parce qu'on aurait très bien pu se dire, on ne fait plus gagner directement de crypto, on fait gagner que des expériences, etc., ce qui est le cas aussi, mais on voulait quand même avoir cet aspect un peu monétaire à l'intérieur du jeu, parce que pour moi, c'est ça aussi la GameFi. Et derrière, on a réfléchi, et ça nous a ouvert des portes dans l'esprit, tu vois, de qu'est-ce qu'on pouvait en faire aussi. Et c'est là-dessus qu'on va raccrocher avec la proposition aux développeurs et aux créateurs de venir intégrer notre écosystème et avoir ta propre monnaie pour pouvoir alimenter ça, c'est beaucoup plus simple que toutes les contraintes juridiques que ça veut dire de sous-licencier, etc. Comment il s'inscrit dans l'application, dans tout ça? Quelle est son utilité? Il y aura une grosse partie, bien sûr, qui sera en écosystème reward, donc à la fois dans le jeu, mais aussi dans les services qui seront rendus dans les autres produits. Tu auras une partie qui va permettre les microtransactions dans le métaverse, donc en fait de pouvoir inclure des sponsors qui vont avoir leur propre boutique, et donc entre les combats, tu vas pouvoir rentrer dans une room, par exemple, je dis n'importe quoi, Crypto Daily, qui vendra les produits Crypto Daily en 3D à l'intérieur, et où, au clic, tu pourras prendre un abonnement, tu pourras avoir des rapports, etc. C'est vraiment l'objectif en fait d'en faire une monnaie de cet écosystème pour ces 2 premiers produits et ensuite d'alimenter le Grant et de proposer des réductions aux personnes qui vont arriver sur la plateforme où les sportifs vendent leurs produits. Je dis n'importe quoi, tu arrives, tu as ce gant qui coûte 10 000 €, si tu le payes en token, tu vas le payer que 7 000 €. Et ainsi, ça fera de la pédagogie aussi au grand public en disant voilà à quoi ça peut servir aussi. Vous nous passez de l'intermédiaire bancaire, donc on vous apporte une réduction. Et au mieux de faire de l'acquisition par l'usage en disant la crypto ça fait x100 et tu vas gagner plein d'argent, non, c'est un cas d'usage simple. Tu me fais gagner de l'argent, je te fais gagner de l'argent. Vous avez besoin des licences à chaque fois pour opérer. C'est à mon sens, j'avais eu quelques discussions avec des personnes dans un modèle similaire dans d'autres industries. C'est quelque chose qui à chaque fois revenait comme excessivement cher. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives est-ce que tu les incentives, oui ou non? C'est purement la curiosité là, c'est même pas forcément MetaFight, c'est plus sur l'industrie. Nous, le sujet il était très clair, c'est de se dire tout ce qu'on vend, vous touchez de l'argent. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir les plus gros pour pas cher en fait. Parce que quand on va avoir Alex Pereira qui vient des favelas, qui est double champion UFC et qui prend 1 million par combat, lui qu'on lui donne 10 ou 50% du revenu des cartes, il n'en a absolument rien à faire. Par contre, qu'on lui dise que les petits jeunes, comme il était 5 ans avant, on va leur donner peut-être que juste 500 € par mois, qui leur permettra de bosser un petit peu moins à côté, de plus s'entraîner, ça lui parle. Et c'est comme ça en fait que les stars, on a réussi à les avoir dès le début. Et puis une fois que tu as ces stars, les organisations commencent à te regarder et tout devient beaucoup plus fluide. 700 fighters, dont des champions du monde, tu m'as dit Alex Pereira, tu m'as dit Cyril Gane. C'est qui les 5 plus gros comme ça que vous avez? Les 5 plus gros, ça va être Alex Pereira, bien sûr, sur qui on a misé quand il n'avait pas encore de ceinture, donc on est très très content de son parcours entre temps, il en a gagné 2. On a Cyril Gane, on a dans les Français Taylor Lapillus et Nassourdine Imavov qui sont en train d'exploser. On a Benoît Saint-Denis, que peut-être vous connaissez même si vous ne connaissez pas le MMA, qui combat dans un mois. On a Baki par exemple, qui combat contre Cédric Doumbé aussi. Je
cite parce qu'on est sur une émission française, donc vous connaîtrez sûrement plus les Français, mais on a aussi Valentina Shevchenko, les frères Pitbull qui sont les champions du Bellator. Bah moi, j'ai pas eu le temps de trop d'y réfléchir, mais j'irais plutôt sur en vrai un 7. Parce que je trouve que cet écosystème il est encore très immature et ça va prendre un peu de temps à se développer. Comme tu disais, c'est un sport qui vient juste d'être régulé. Il va falloir que tu arrives à avoir un maximum de users. 30 000 et tu as fait 250 000 euros de chiffre d'affaires, ça fait 8 euros à peu près par user, ce qui est assez faible. Et je me pose encore pas mal de questions. Donc dans cette dynamique, je connais vraiment pas assez le marché du fight globalement. Donc c'est pour ça que je suis un peu plus frileux. Je réponds rapidement là-dessus. 30 000 users sur un free-to-play, 180 euros de panier moyen sur la partie payante. Ah, ok. Est-ce que tu changes ta Maxime? Non, je change pas ma note, mais... C'est pas pour te faire changer, c'est toujours parce J'avais 250 000 euros de chiffre d'affaires et tu nous avais dit qu'il y avait 30 000 users, c'est pour ça? C'est ça, mais vu que c'est une partie free-to-play, il y a des personnes qui Quand payent et des personnes qui dedans, payent pas. il y a une partie qui est free-to-play. Moi j'avais en tête que c'était ces 30 000 users qui avaient du coup généré le chiffre d'affaires. Moi je mets 8. Parce que j'étais vraiment convaincue par le pitch. Ce qui m'empêche de mettre plus, c'est que je ne connais vraiment rien sur les sujets MMA, donc je me sens pas suffisamment à l'aise pour juger que le projet va aller loin, mais j'ai été convaincue à la fois par la manière dont tu as déroulé ton pitch, qui montre que tu as vraiment réfléchi au sujet, et par l'aisance que tu avais en répondant à toutes nos questions, qui étaient parfois techniques, juridiques, sur la manière dont vous gériez vos ressources. Donc c'est top. Et le fait que vous ayez monté ça en bear market, et que vous ayez réussi à en être là où vous en êtes aujourd'hui, avec ce chiffre d'affaires-là, avec cette communauté-là, c'est assez impressionnant parce qu'il y a des boîtes qui réussissent pas ça en bull market. Alors tu dis que ça vous affecte pas vraiment. Moi, je pense quand même que vous auriez probablement eu plus de facilité si vous aviez lancé ça en plein bull market, c'est normal. Mais donc bravo, parce que franchement, moi je connaissais pas du tout le projet et voilà, je vais m'y intéresser beaucoup plus aujourd'hui. Merci beaucoup parce que tu cites en plus les éléments sur lesquels on est le plus fiers d'avoir réussi à avancer, donc ça fait vraiment plaisir. Trop bien. Donc tu vas te mettre au MMA? Peut-être pas quand même. Je vais suivre Claire avec 8 aussi. Je vous connaissais de nom pendant plusieurs années. Il y a 3 choses qui me font donner cette note. La première chose, c'est au niveau du pitch, c'est super clean. La deuxième chose, c'est, pareil Claire, tu m'as ôté les mots de la bouche au niveau de la résilience, enfin de votre résilience. Les boîtes qui survivent en bear market, c'est pas commun, donc déjà félicitations, parce que c'est pas toujours facile. Et la troisième chose, c'est au niveau du modèle. Alors, pas le côté token, parce que j'ai pas compris. Donc ok, effectivement, il y a des discounts, des choses comme ça, mais ça, faudrait que je creuse plus. Par contre, le côté franchise ou plus white label, on va dire, sur d'autres sports, là, tu as un levier qui est véritablement intéressant. Le MMA, effectivement, c'est quelque chose de risqué, dans le sens où c'est jeune. Tu as aussi un upside qui est intéressant, parce que plus il y a de personnes qui le regardent, plus c'est un marché dont vous pourrez profiter indirectement. Mais le fait de réussir à te franchiser, de le passer en white label, là, tu as un véritable vecteur de croissance, à mon sens. Donc non, agréablement surpris, félicitations. Merci beaucoup. Moi, je suis partagé entre 2 notes. Donc pour l'instant, je vais donner mes points. Et ensuite, je vais donner une note. J'aime beaucoup que vous soyez aussi bien conseillé et accompagné. Quand tu entends un champion comme un Cyril Gane qui vous accompagne, qui vous aide, vous avez une équipe. On n'en parle pas beaucoup, mais 15 personnes. D'un côté, c'est beaucoup de frais, c'est beaucoup de charges, mais derrière, ça délivre, ça sort quelque chose et vous n'êtes pas 3 ou 4 à gérer tout ça. Donc je me dis, ok, quand ça va grandir, vous allez continuer de grossir, vu que vous savez déjà comment le faire. Après, effectivement, dans cette équipe, vous avez énormément de compliance, parce que vous faites attention, enfin, légal, compliance, etc. Vous faites attention à être droit, donc il peut y avoir aussi un frein avec ça. Les fighters qui suivent, c'est top, et au final, les fighters, il n'y en a pas tant que ça, j'imagine. Il y en a combien de facteurs? 1500, 2000 peut-être? Ouais, tu peux pousser à 2000 sur le pro, mais sur les 2000, t'en as 1500. Même si tu les cherches sur internet, tu vas galérer à trouver quelque chose. Il suffit que ça parte, c'est une étincelle et ça explose. Exactement. Donc vous les avez tous au moment. Et après, un gros point, bon, c'est les 30K users par jour. Surtout que vous avez réussi à dépasser la concurrence dans le sens où vous êtes encore là, ils ne le sont pas. Et je viens de changer ma note. Je viens de passer de 7 à 8. Voilà, donc je vous mets un 8 et bravo. Merci à tous pour votre accueil. Un plaisir de te recevoir. Je rappelle qu'il reste une autre note. Donc là, tu as eu de très bonnes notes, mais attention parce que le public va jouer. Nous, on a donné en tout sur un total de 40 points. Le public seul peut donner 30 points. Et bah, le public, je compte sur vous alors pour donner des encore meilleures notes que celles des juges, même si elles ont été super et j'en suis très content et fier. Merci à tous, très bonne journée. Bah écoute, ce type d'expérience était une première pour moi. J'ai trouvé ça très sympa, même si j'ai pas réussi à exactement dire ce que j'avais l'intention de dire à la base, mais tout a été plutôt bien reçu, donc je pense que c'est un mal pour un bien. Donc merci à tous pour votre accueil, c'était vraiment top. Gros projet.
Difficile de se placer en juge sur un projet aussi gros, même si peut-être un peu early, je sais pas pour vous. Non, je trouve que c'est justement la bonne taille pour se placer parce qu'ils ont déjà des premiers KPI, tu vois, des indicateurs sur le nombre de users. C'est plus facile de se placer là-dessus que sur un projet qui a même pas démarré, par exemple. Oui. Donc, Moi je trouve que c'est beaucoup plus dur, juste au contraire. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'ils sont en train de se réinventer en fait. À la base, ils avaient un business model qui était leur, là, une communauté, une stratégie qui était un peu claire, qui était suivie, vu qu'il y avait le leader en place. C'est juste une verticale qui était différente. Et là, au contraire, ils cherchent à se réinventer. On parle d'aller faire une BD, on parle d'aller sur de la F1, on parle en fait de réinventer le projet en profondeur. Ils veulent à la fois scaler et se conformer à une réglementation qui en plus est un peu pénible parce que ça les oblige à sortir un token. Encore une fois, c'est le temps qui nous le dira. Exactement. Mais je propose qu'on fasse tout de suite rentrer, non pas le, mais les pitchers, parce qu'ils sont deux. Faites rentrer Alex et Maxime. Salut les gars. Bonjour. J'ai un petit souci, c'est que vous êtes investisseur chez moi, donc je ne peux pas vous noter, oui, ah bon. Je ne peux pas vous donner une note sans être biaisé, malheureusement. Donc je vais laisser ma place. Donc je remercie un juge, Martino, qui va arriver très prochainement, qui va me remplacer. Et bonne chance. Allez, c'est parti. Je me souviens, il y a 5 ans, c'était un mercredi, et j'ai été invité chez ce monsieur à ma gauche pour un barbecue. Jusque-là, rien d'anormal. Une chose un petit peu plus anormale, c'était le bruit, le boucan que j'entendais au fond de son jardin, planqué dans une espèce de hangar où d'habitude on met des brouettes, des choses pour faire du jardinage et un petit peu de tout. Je vois une bonne centaine de cartes graphiques, de GPU tournées à blinde. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Tu fais du jeu vidéo en ligne, Counter-Strike, il n'y a peut-être pas besoin d'autant de matériel pour faire ce genre de truc. Et non, c'est pas ça du tout, je fais du minage de crypto-monnaie. Alors, déjà, 2 mots dans la phrase que j'avais pas très bien saisi, puis, on va s'asseoir et je vais t'expliquer. Et c'est comme ça qu'a été créé Métis Mining. Donc, effectivement, une ferme de minage mutualisée qu'on a voulu finalement industrialiser, prendre ce modèle qu'il avait dans son garage et de l'extirper. Et comme on est un peu des gens originaux, on a voulu faire cette chose-là en France. Donc voilà, première incursion dans ce Web3, dans ce monde de la blockchain, qui m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre, et essayer d'amener un peu au grand public, des amateurs Web3, et donc pour donner des solutions clés aux mains pour participer au minage donc de cryptoactifs. On a fait du minage, on s'est aussi amusé à monter des nœuds sur des serveurs d'entreprises connues et reconnues, mais c'était quand même un corps très, très galère, même pour nous, alors bien évidemment pour le grand public et même des amateurs de cet écosystème-là. On s'est dit, mais comment encore simplifier ce truc-là? Donc, next step, on a choisi de développer Nodi, donc faire un boîtier, une espèce de nano-ordinateur, où on allait pousser bien plus loin dans la simplification pour l'adoption d'usage de ce type de cas de figure, que ce soit du montage, du montage de nœuds, du minage et d'autres applications Web3. Et c'est à cela que l'on s'est attelé à faire depuis maintenant 2 ans et demi, déjà sur nos fonds propres. Et ensuite, justement, faisons appel à différents investisseurs donc pour poursuivre ce projet-là. Et c'est à ce titre-là qu'aujourd'hui, nous sommes devant vous pour vous présenter ce boîtier qui s'appelle Nodi, donc qui est un nano-ordinateur. Voilà, et en fait, Nodi, tout simplement, là j'ai eu l'idée à peu près il y a 4 ans en arrière, quand on développait des nœuds sur des serveurs, et en fait on s'apercevait que même nous avec la ferme de minage, on venait recentraliser des clients sur un seul site. Pareil, on louait des serveurs donc chez différents opérateurs où on regardait uniquement la RAM, plus il y avait de RAM, plus on pouvait monter de nœuds, et on se disait c'est totalement ahurissant en fait de recentraliser la décentralisation. Et en fait donc du coup Nodi, c'est vraiment d'effacer toute cette couche en fait technique de la blockchain et d'installer celle-ci dans les foyers, autant chez les particuliers que les professionnels. Voilà, en fait c'est de donner un accès à notre écosystème Web3 que le particulier en fait sans qu'il n'ait aucune connaissance technique. Voilà, donc vraiment une optique de plug and play. On dit souvent pour private joke entre nous, ma grand-mère pourrait le brancher et l'installer et le faire tourner, c'est vraiment ça l'objectif. Donc sur un système ouvert dans lequel on va pouvoir incrémenter différentes applications Web3, parce que qui dit Nodi dit un store, le Node Store, où on pourra effectivement incrémenter différentes applications au fur et à mesure du développement de celle-ci. Et dans notre idée, c'est vraiment à mes yeux, en tout cas, on a toujours tous, je pense, connu Ledger.
On a vu des systèmes de nœuds qui étaient faits par des développeurs, des gens de l'écosystème, où on vient prendre un Raspberry, un M2, un machin, un SSD, etc. et de le faire soi-même avec de l'impression 3D. Là, l'idée, c'est vraiment d'industrialiser la chose. Donc, on est passé par un designer, donc c'est Fabien Debauve, celui qui a fait donc les enceintes de Vialet, par exemple. L'écran tactile, quand vous allez dans la grande restauration rapide qui commence par un B et qui finit par un King, vous passez vos commandes, c'est eux qui fabriquent les écrans, les stations-service. On a fait un PCB sur mesure, on est French Fab. Enfin voilà, l'idée, c'était vraiment de faire un outil qui soit design, esthétique dans tous les domiciles. En gros, l'idée, c'est vraiment un petit objet du quotidien pour un no-coiner, une personne qui n'est vraiment pas dans l'écosystème. Et pour nous, les geeks, donc on a deux positions que vous ne pouvez pas voir malheureusement aujourd'hui, mais voilà, on peut le mettre soit à plat, soit en incliné à 45 degrés pour que ça ressemble à un deck, pour faire des interactions directement depuis son bureau. Voilà. Et comme tu l'as dit, designé et assemblé en France, toujours cette idée de faire le maximum de choses sur le territoire. On a commencé, donc on a investi à peu près 100 kg € de notre poche. Oui. Nous, en mode, voilà, parce qu'en fait, l'idée, il y a 4 ans, on a commencé ça en mode soirée week-end avec les copains. Il y a 2 ans, on a créé la structure, puisqu'en fait, on a fait notre POC, en fait, ça fonctionnait, donc avec des impressions 3D au début, etc. Et ensuite, on a fait un tour, donc, early, avec nos invests tradis de nous, dans notre ferme de minage, les gens assez cool et tout. Et donc, on a fait une levée en love money de 150 000 € à peu près. Et donc, ensuite, on a eu tous les leviers régions, BPI, FEDER, régions, etc., pour arriver l'innovation. Ouais, innovation, etc., pour arriver à pratiquement à quelques dizaines de milliers d'euros près à 1 million d'euros. Projet sur lequel on a onboardé notre 3e cofondateur qui n'est pas là présent, mais qui est derrière la caméra. Sébastien, la prochaine fois tu seras avec nous, donc dans ce projet-là. Voilà, on a aussi Sébastien Fantinati, pour ceux qui le connaissent sous le pseudo de Zelix, qui est le fondateur de Easy Mining OS. Puisqu'en fait, on a transformé sur Nodi tout ce qui est le mining. Et maintenant, nous avons donc aussi des salariés à plein temps. On est aujourd'hui 8 et on a 2 profils qui arrivent dans les semaines qui arrivent. Donc du développeur et des choses comme ça. On recrute nos jeunes dans une des meilleures écoles de Paris. Et puis, ça se passe très bien pour le moment. L'idée maintenant, c'est de scale up la structure. Là, on sait qu'on aura un second tour à faire dans les mois qui viennent, oui. Puisque là l'idée c'est de batcher pour avoir un prix le plus intéressant possible pour le marché. Là il a été en pré-sale sous forme de NFT, on a bossé avec, on bosse d'ailleurs avec Wagmi Studio, donc là à 399 €. Le prix serait à l'instant T de 499 €, mais ensuite c'est de l'économie d'échelle. Si on arrive à avoir des invests qui nous suivent pour faire de la préco, des commandes en tout cas au niveau des industriels d'environ 10 000 pièces, on peut atteindre un prix inférieur et qui soit encore plus bas que celui de 399. Voilà, en fait l'idée après serait de baisser pour qu'on ait vraiment un produit vraiment mainstream. Merci. Merci. Donc c'est du hardware, c'est un appareil de minage ou c'est uniquement un nœud qui permet de faire des transactions? En fait, c'est là où c'est compliqué. C'est qu'en fait, donc, on a développé donc, un hardware, on développe aussi tout l'OS. Donc là ensuite qui est développé, donc c'est la V2. Parce qu'en fait la première était trop fermée, donc on a recommencé à zéro, donc cette nouvelle version de l'OS, qui en fait à la fin donc, est développée totalement sous Docker avec une API. Et en fait, nous on va créer un outil où en fait dedans pour l'instant il y a Bitcoin, notre Bitcoin. On a fait BTC Miner pour rigoler. Il y a Lightning qui est en train d'être implémenté dessus, BTC Server, BTC Pay, etc. Parce que tout ça c'est open source. Donc on va dire c'est pas la fondation Bitcoin qui va implémenter les applis. Mais en fait derrière c'est vraiment une boîte à outils où en fait tous les projets Web3 centralisés et décentralisés pourront s'implémenter dans ce Node Store. Et en fait, l'idée, c'est que, je sais pas, demain, MetaFight, tiens, sur l'écran, on affiche tes collections Interstellar, on leur a fait voir, tiens, on peut afficher notre cave virtuelle, faire scroller nos NFT en cliquant sur l'écran, avoir des interactions, etc. Enfin, après, c'est à vous ce sera à l'écosystème de développer les applicatifs dessus, en fait, tout simplement. En fait, c'est une box pour mettre les nœuds des applications décentralisées. Voilà, et en fait, c'est vraiment hyper simple. Il y a une interface vraiment à l'identique d'un smartphone. Il n'y a plus la couche blockchain pour un particulier. nod-6i.com. Je fais ma promo. Là, vous avez le site web et... J'ai une petite question parce que je crois qu'en premier lieu, je n'avais pas compris le device en fait. Je pensais qu'à la base, je vais paraphraser pour être sûr de comprendre encore une fois, je pensais qu'à la base c'était une sorte de rig en fait. Mais là, de ce que je comprends, c'est pas du tout un rig, c'est en soi juste... pas juste, pardon. C'est une boîte que vous avez designée sur laquelle il y a un écran qui permet du coup de faire quoi? Est-ce que ça permet de se rattacher à du staking? Est-ce que ça tout ce que tu veux. En fait, par exemple, là, on s'est basé pour la première version, c'est pareil, on n'avait pas des fonds de fou furieux, donc on s'est basé sur une structure en RM64 bits, ce qui veut dire qu'on a 4 cœurs, par exemple, dans l'application. Donc nous, quand il arrive, là, par exemple, les premiers batchs, il sera préchargé avec la blockchain Bitcoin. On arrive à faire tourner un nœud Bitcoin sur c'est borderline, mais sur 2 cœurs donc, du Nodi. On peut faire le lottery miner sur 1 cœur ou sur 2 cœurs, donc on peut venir faire une deuxième application
en même temps et on peut très bien mettre sur un autre cœur avoir ton wallet Bitcoin. Donc en fait, tu vois, c'est déjà, tu as plusieurs applications qui sont présentes à l'intérieur. Et après, c'est avec tout simplement en disant delete, hein, voilà, je viens effacer une application, parce qu'au bout d'un moment, niveau ressources système, bah, ça fonctionne plus. Je viens en télécharger une autre, etc. Enfin, en fait, tu fais ce que les gens feront ce qu'ils veulent. Et donc pourquoi quelqu'un utiliserait cette device-là plutôt qu'un ordinateur portable, par exemple, qui aujourd'hui permet de faire n'importe quoi? 5 watts. Ok. Facilité d'utilisation. 36 centimes de consommation électrique par mois. Par exemple, pour même temps, on en parle avec Blob et tout, ça peut être super cool. Tu as les rewards avec les SAT en temps réel de la ferme. Tu mets le lottery miner qui tourne en plus. Parce qu'on est d'accord que c'est pas le device en lui-même, c'est pas le GPU du device que tu utilises pour miner du BTC, c'est de la ressource est ailleurs. Bah tu peux, mais tu peux aussi, parce qu'en fait, là en gros, on a fait nos tests, hein, là avec le lottery miner, bon c'est pas énorme, mais on fait 800 kHz par seconde sur BTC par cœur. C'est sûr que le lottery miner, c'est vraiment un gadget, t'as de la proba sur X milliards, mais voilà, c'est juste pour le fun aussi. L'idée, c'est vraiment de se dire, tiens, nous, on aimerait trop, c'est que demain, tiens, il y a un bloc qui soit validé pour un audit, ce serait trop cool, quoi, tu vois. Mais c'est aussi de décentraliser, parce que du coup, 10 000 nodis vendus, imaginons, hein, bah, c'est 10 000 nœuds Bitcoin dispersés dans des foyers. Ok, moi j'aurais envie de faire cette observation. Je crois que ce que tu essayes de construire, c'est un peu les marchés, je me permets de dire cette approximation, hein, mais un peu comme les marchés des consoles du Web3. C'est-à-dire, en fait, quand on joue à un jeu vidéo, on peut effectivement se monter son PC de gamer, mais après, il faut se taper les installations, les configurations, etc. Ou alors, on peut s'acheter une Switch, on met une cartouche et on joue direct. Ouais, t'as tout compris. Parce que nous, en fait, derrière, en back-end, justement, avec Easy Mining OS, en fait, l'idée de... Donc là, on repart sur le mining, alors que c'est pas le but de Noddy, mais c'est notre savoir-faire à la base. On a repris vraiment le même modèle. Il y a des mises à jour, il peut y avoir des forks de blockchain, des choses comme ça. En fait, c'est nous ensuite qui faisons la veille de tout ça et qui allons pusher dans les machines, en fait, toutes ces mises à jour-là. Vraiment que ce soit vraiment transparent pour le client. Donc ce sera gratuit pour les particuliers dans notre modèle économique et ce sera payant pour les professionnels. Donc, on a un peu tous vécu les... Attention, c'est vraiment une remarque complètement constructive. Parce que on a tous vécu en fait les phénomènes des smart télé qui sont arrivés à un moment donné et qu'en fait au bout de 2 ans on les appelait des dumb télé parce qu'en fait on a installé dessus YouTube, Netflix, tout ça, etc. Sauf que les applications sont montées en nécessité des CPU, des RAM et tout ça, etc. Et des télés qui ont coûté même 10 000 €. Au bout de 2 ans on ne pouvait même plus mettre à jour YouTube. Donc, comment est-ce que vous avez pensé la upgradabilité de ces devices? Non, en fait, là, tout bêtement, après, ça va dépendre de la capacité pour le particulier. Dans tous les cas, voilà, c'est pour ça qu'on part sur au moins une mémoire de 1 Tera de stockage minimum, sachant que nous, on a une obligation de garantie de 2 ans, hein, puisqu'on est français. Donc là, déjà, on sait qu'on a dépassé, on va dire, cette chose. Après, c'est vrai que ça reste du stockage. Donc après, là, on est sur un MVMe, c'est un M2. Donc après, on peut très bien demain le changer par une capacité supérieure. Okay. Et ensuite, c'est pareil, on est donc sur une structure processeur ARM. Et c'est pareil, là, donc c'est de, si possible, en tout cas, nous on sait que dans les mois qui vont venir, c'est d'ouvrir le capital et d'aller chercher des fonds pour partir sur une V2 qu'on livrerait sûrement, parce que mine de rien, développer un hardware à une équipe de 5, 6, 7 personnes qui sont arrivées au fur et à mesure, c'est un défi qu'on s'est donné, hein. C'était pas facile du tout. Il y a même des gens qui nous ont dit qu'on était un peu fous de vouloir faire ça. En France. Voilà. Tout ce qui est matériel informatique évolue quand même assez vite et donc du coup c'est pareil, il faut anticiper et ça c'est déjà dans nos cerveaux. Après il faut les fonds. Moi ma vraie question c'est, selon toi, ta vision, c'est quoi en fait derrière l'utilité qu'il y aura, parce que tu vas mettre cette box dans le foyer de tout le monde. J'ai un peu de mal à voir si cette box, ça sera mon coffre-fort dans laquelle j'aurai tous mes actifs, parce que tu as un peu utilisé ce terme-là. Et donc après, derrière, selon toi, c'est quoi la vision qu'il y aura? Quelle est l'utilité derrière? Comment je vais l'utiliser si moi, je l'ai chez moi? Et quel y aura comme utilité derrière, quoi? Ouais, là, par exemple, tu vois, avec Satoshi, là, par exemple, c'est d'incrémenter son wallet. Donc, on va tout de suite avoir entre 300 et 500 cryptos qui vont être compatibles Noddy dans les mois à venir. Là, tout bêtement, tu fais un apéro avec tes potes, voilà, t'installes donc ton Bitcoin Lightning, t'affiches ton QR code, smartphone, clac, clac, clac. Enfin, voilà, tu vois, on fait un litchi à la maison pour l'apéro. Après, avec les NFT, donc là où les faites tourner sur l'écran, ça c'est pareil, on a commencé à y penser, mais de streamcaster sur la télé, t'es avec tes potes, t'as ton Bored, t'es là en train de faire tac, ça tout sur la télé. Enfin voilà, en fait après, ce sera à vous de trouver les idées. Alors moi je suis embêtée parce que je trouve que le projet est top. Je trouve que la mission de décentralisation, elle est incroyable.
Alors le produit en plus, le côté design, etc., je trouve que c'est super. Ce qui m'embête, c'est que la manière dont vous le pitchez, je trouve, est pas à la hauteur du projet. Parce que vous faites un truc qui est incroyable, en plus vous produisez en France et tout. Mais le pitch est très technique et à aucun moment dans le pitch, vous nous dites bah, voilà pourquoi il faut acheter le produit. Alors que bon, moi de ce que je comprends du produit, typiquement je pourrais être quelqu'un qui achète ça. Parce que je suis pas très technique, pourtant je m'intéresse beaucoup à la crypto, beaucoup à la blockchain, donc je pourrais vraiment être dans la cible du produit. Et il a vraiment fallu que je creuse, que j'aille sur le site internet pour me dire ah mais attends en fait j'ai vachement envie d'acheter ça. Et donc c'est dommage parce que par exemple quand on vous dit mais c'est quoi les use cases, vous pouvez pas dire c'est ce que tu veux. Bah non, c'est pas ce que je veux. Dites-moi ce que c'est le use case. Ou alors il faut pas distribuer aux particuliers, il faut distribuer, je sais pas, à des boîtes de télécom par exemple qui vont vous vendre ça avec votre box télé. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, je ne mets que 6, même si j'aime bien le projet. Mais je pense que vous pourriez le vendre beaucoup mieux que ce que vous faites là. C'est la première fois, en fait, si je peux me permettre, c'est à CryptoServe, en fait, alors on n'était pas prêts, on a bûché pour aller le pusher, on s'est donné le pari de le proposer à la commu, publique, pour la première fois, et là du coup, la première fois, et l'exercice est cool. Mais c'est vrai que les remontées sont bonnes, et pour info, on a déposé Europe, et là on est en train de déposer États-Unis, Canada, Amérique du Sud, step by step, la marque, etc. Moi je vais être un peu plus généreux, je vais mettre 7. C'est assez simple, je trouve que vous avez une bonne dynamique, je vois 2 personnes, il y en a un plein, plutôt tech, l'autre peut-être business. Je trouve que c'est du hardware, c'est rassurant. Et le dernier point, je pense qu'une fois que vous aurez trouvé votre killer features, c'est-à-dire vraiment le use case, ça va faciliter aussi ce côté pitch et là vous allez pouvoir dérouler en fait. Moi j'ai hésité entre 2 notes, je vais vous donner mes raisons d'abord et ensuite vous dire pourquoi j'ai choisi celle-là. D'abord les points négatifs, ensuite les points positifs que vous n'avez pas montrés. Les points négatifs, effectivement, au niveau du pitch, ça nous a tous perdus dès le début en fait, parce que l'accroche que tu as utilisée, c'était le garage dans lequel il y a des rigs de mining ou des GPU, et en fait tout de suite, il manque une fracture en fait, le moment où tu te dis, ok, il y a effectivement cette idée-là qui a fait germer quelque chose, mais qu'est-ce qui fait que tu es passé de cette anecdote à un modèle qui du coup n'a plus rien à voir avec un GPU, n'a plus rien à voir avec un rig, mais qui permet de faire des choses qui sont beaucoup plus larges, et surtout qui permet d'outsourcer tout le développement. Ça c'est le premier point. Le deuxième point que je verrais qui est un problème mais aussi une opportunité, c'est que dans le pitch en tout cas, pas forcément comme ça que ça se passera en réalité, mais dans le pitch j'ai l'impression que vous reposez un petit peu trop sur ce que les autres peuvent fournir. Ça fait un peu allusion à ce que Claire disait, dans le sens où on a envie de savoir ce que vous pensez être une bonne feature. Et là où je dis que c'est un problème en même temps qu'une opportunité, c'est que vous avez à la limite un autre segment de business qui se crée, qui est de dire ok, on a une stack technique, laissez-nous vous éduquer sur comment l'utiliser pour que vous puissiez créer votre propre usage, parce qu'à la limite là tu conseilles sur la vente de ton propre produit, c'est un des meilleurs funnels. Et c'est tout, c'est les 2 gros points négatifs que je voyais. J'aurais adoré voir le produit, alors c'est peut-être un petit peu early, je sais que c'était prévu. Et le deuxième point, c'est que vous avez un branding qui est incroyable et on l'a pas vu. Votre branding est génial, je le connaissais d'avant donc je suis un petit peu biaisé. Il est top, faut le mettre en avant. Donc voilà, donc j'hésitais entre 5 et 6, j'ai mis 6 parce que à mon sens en fait l'idée est encore bonne, l'idée est très bonne, mais le marché j'ai l'impression que soit il est inexistant, soit il est hyper jeune. Ah non, moi je vais vous donner ma note d'entrée, elle est un peu plus généreuse que mes chers collègues parce qu'en fait tout ce qui touche en fait à la vulgarisation, à la démocratisation, j'adore. Donc en fait moi je vous attribue une note de 7 et là un peu hésité avec un 6 honnêtement. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'efforts à faire sur la présentation, ça me brûle les mains parce qu'en plus, c'est quelque chose que j'adore faire. On a manqué un peu de storytelling, en quelque sorte. Le storytelling qui est arrivé, en fait, on a du mal à le rattacher au produit. Ce qui fait qu'en fait, au lieu de nous faire voyager, en fait, finalement, nous fourvoie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Oui. À tout à l'heure. Belle expérience pour nous, c'était un peu une première, enfin, du moins devant un parterre extrêmement expert comme ça, donc les retours ont été plus qu'intéressants. Certains retours qu'on s'y attendait d'ailleurs. On a un petit peu testé le fait aussi d'improviser un petit peu la chose. Alors bien évidemment, l'improvisation c'est très bien, mais ça a ses limites. On a bien pris compte des remarques très constructives que le jury nous a adressées. On a proposé notre produit pour la première fois il y a 15 jours au public, à l'écosystème crypto, là du pro. C'est nos premiers retours et les retours sont assez cool et constructifs, donc c'est top. Je voudrais juste ajouter un point effectivement sur la partie gouvernance qui est effectivement centralisée, et il l'a clairement dit. Moi ça me gêne, alors personnellement, moi la gouvernance centralisée ne me gêne pas. Un intermédiaire en soi, on parle souvent de décentralisation et tout ça, et on dit qu'il faut enlever les intermédiaires, tout ça, etc. Moi je suis plutôt pour enlever les intermédiaires qui n'apportent rien.
Là, à l'occasion, en fait, il restera à l'intermédiaire, mais visiblement, il veut apporter un environnement qui soit safe. Et il part quand même sous de bonnes bases et considérant qu'il va s'attaquer à un marché de, je vais le dire comme ça, mais au sens dictionnaire du terme, ignorant dans la matière. Donc c'est bien, en quelque sorte. Donc moi, que cette gouvernance soit centralisée, ça ne me gêne pas. Il faudrait peut-être que cette chose-là soit mise en valeur. Parler d'un NFT avec des droits dans le NFT. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas creusé ce point-là. Ouais. On n'a pas trop croisé, effectivement, mais... Quand on a posé la question au début, on a dit oui, ça sera centralisé. C'est la base du projet. Mais tu vois, ça me fait... il a été honnête là-dessus. On peut avancer par phase. Ça me fait un peu, ça fait un peu penser à Ledger parce que c'est du hardware. Je me demande d'ailleurs pourquoi Ledger n'a pas lancé un produit comme celui-ci. Ça fait peut-être douter un peu de la taille du marché aussi. Et je me dis, ils vont peut-être finir par avoir le même problème que Ledger, qui est le renouvellement aussi de la flotte, parce que le marché n'est pas illimité. Donc à un moment, ils vont vendre leurs produits à tout le marché. Donc soit le marché grossit énormément, donc on parie sur un gros succès crypto. Soit à un moment, il faut qu'ils vendent d'autres choses, quoi. Il faut qu'ils vendent des fonctionnalités, du software, je sais pas. De la marge quand même. Ah oui, non, mais on n'en est pas là. J'ai envie de dire, ce sera un bon problème, mais ouais. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci d'être resté jusque-là. Merci à tous les projets d'avoir participé. Merci à nos juges de nous avoir épaulés, de nous avoir guidés. Merci bien entendu à la régie, merci aux équipes qui ont participé derrière. Merci bien sûr à Equisafe qui a sponsorisé cet épisode. Donc merci Max aussi. C'était Benjamin pour Top Projet. Allez, salut.